Bonjour Monsieur Jean-Marie Perrier, merci de m'avoir accueilli dans cette galerie dans l'Aveyron. Est-ce que vous pouvez la présenter, cette galerie? Oui, en réalité, c'est une galerie que j'ai faite après la Maison de la Photo, qui est dans Villeneuve. La Maison de la Photo, c'est toutes les années 60. Il y a 190 tirages, mais des grands, hein, comme là. Oui. Et ici, c'est toutes les années 90, donc la mode et les célébrités que j'ai photographiées pendant que je travaillais à Elle. Voilà, pendant 10 ans. J'ai fait 10 ans Salut les copains, 10 ans Elle. Oui. Alors, vous êtes le 6e invité de cette émission Trajectoire. D'habitude, je laisse les personnalités se présenter. Alors, qui est Jean-Marie Perrier? Comment vous pourriez vous définir? Alors ça, si je le savais seulement. Je sais pas, je suis une sorte de dilettante qui a fait des photos pendant quelques années, puis du cinéma pendant 10 ans, oui, puis de la publicité aux États-Unis pendant 10 ans, puis des photos au journal Elle, puis maintenant j'ai écrit, je fais du spectacle. Enfin, je suis vraiment un dilettante, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de métier. J'en ai abordé 5 ou 6, je sais plus, et à chaque fois j'ai jamais appris, j'ai pas fait d'école ni rien. J'ai voulu faire du cinéma, boum, j'ai pris une caméra et en avant. Les photos, c'est pareil. Donc, je suis un spécialiste de rien et un professionnel de rien non plus. Je ne suis qu'un amateur de mes professions. Mais dans amateur, il y a aimé. Dans profession, il y a prof. Alors, voyez, bon. Oui, d'accord, très bien. Donc, vous vous considérez pas comme photographe, parce que c'est quand même votre, entre guillemets, votre cœur de métier? Non, mais c'est pas... J'ai beaucoup aimé ça, parce que j'ai eu la chance d'être dans une situation exceptionnelle, il faut dire aussi. Oui. Bon. Donc, je vais vous expliquer après. Mais là, si vous voulez, pour moi, un photographe, un metteur en scène, un écrivain, c'est quelqu'un qui ne peut pas respirer sans faire son métier. C'est un photographe qui ne peut pas respirer sans faire de photos. Oui. Sa vie, c'est entièrement sa photo. Il ne pense qu'à ça. Il trace le même sillon. Moi, j'ai fait des photos comme ça pendant 10 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain, alors que j'avais la plus belle situation qui soit au monde. Hein, j'avais un journal qui tirait à 1 million d'exemplaires dans lequel je faisais ce que je voulais. Bon, avec aucune limite de moyens, ni financière, ni d'imagination. Et parce que j'étais tombé fou de Jacques Dutronc, j'ai décidé d'arrêter pour faire du cinéma. Donc j'ai donné mes appareils à des mecs qui démarraient et j'ai pu faire une photo pendant 15 ans, jusqu'en 90 en réalité. Oui. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que je suis pas photographe, parce que c'est comme si je vous disais que je suis écrivain. Ça fait 25 ans que j'écris. Oui. Mais un écrivain, c'est quelqu'un qui, oui, il peut pas respirer. Moi, ça fait, j'ai commencé à 60 ans et croyez-moi, je respire très bien. Très bien. Est-ce que vous avez toujours cette envie j'allais dire, de varier comme ça les plaisirs dans la création, oui, un peu, ou maintenant vous avez pris du recul? Non, maintenant c'est surtout les deux choses plus importantes, c'est d'écrire. Oui. Bon, alors d'abord j'ai ce truc, ces chroniques que je fais sur Instagram tous les jours, oui, on va en parler. Oui, qui ont changé tout, parce que si vous voulez, bon, là j'ai encore 3 romans à écrire avant de claquer, et 1 ou 2, non, mais et puis des livres sur des gens, donc j'ai beaucoup de boulot là-dessus. Hein. Et puis ce qui m'a plu avec Instagram, c'est qu'au départ c'est un truc de jeunes. Hein. Oui. Ils mettaient une photo, un selfie, hashtag, et au revoir. Bon. Oui. Moi, ce qui m'a intéressé, parce que je suis pour les toutes nouvelles technologies toujours, moi. D'accord. Je les prends toujours. Ensuite, je les aime ou je les aime pas. Si je les aime pas, je les jette. Mais je les essaye toujours. Parce que j'ai remarqué que c'est toujours les industriels qui inventent des artistes. Oui. Et non pas le contraire. Monsieur Nikon, en 62, quand il sort le réflexe comme ça, direct, avant c'était des Rolleiflex, là c'est direct, il invente des milliers de photographes. Steve Jobs a inventé des millions d'artistes, alors que lui c'est pas un artiste. Oui. Vous voyez? Oui. Et c'est très intéressant parce que... Enfin, il a offert l'outil qui permettait, oui, oui, d'accord, mais c'est l'outil c'est l'outil qui provoque les artistes et non pas le contraire. Les artistes, ils fabriquent pas leur... Oui.
leur objet. Enfin, oui. Au moins quand ils sont aussi compliqués. Moi, je sais pas comment marche un appareil photo, je sais même pas dans quelle soupe on le met quand c'était de l'argentique. Donc, si vous voulez, pour moi, un artiste, de toute façon, moi, jamais vous m'entendrez dire que je suis un artiste, hein, parce que ça, alors... Ah oui, alors ça, vous devancez toutes mes questions. Ah bon, ben, mais effectivement, oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Non, mais c'est aux autres à le dire, si vous êtes un artiste. C'est aux autres qu'à dire, ah ben, ce que vous faites, bon, c'est vrai, c'est artistique. Alors, c'est de l'art, j'en sais rien, moi, je m'en tape complètement, mais jamais je lui dirais, pour moi, dire un type qui dit je suis un artiste, ça veut dire qu'il se pense exceptionnel, il trouve que ce qu'il fait est absolument hors du reste de l'humanité, c'est une prétention folle. C'est aux autres de le dire. Pour moi, c'est soit un type qui a un ego démesuré, soit un ringard. Voilà. On ne dit pas je suis un artiste. On dit je fais tel truc, je fais de la photo, j'écris, je fais des films et tout. Les nouvelles technologies, toujours je les ai adoptées, moi, toujours. En plus, si vous voulez, c'est complètement idiot, les gens qui vous disent « Ah oui, non, mais attendez, le numérique, c'est pas de la photo », il faut marrer. C'est exactement ce que disaient les gens quand le cinéma parlant est arrivé. Hein. Ils disaient « Ah oui, mais ça, c'est pas du cinéma ». C'est des conneries, tout ça. Oui. Parce que quand il y a des nouvelles technologies, ça apporte des idées à des gens qui n'y auraient même pas pensé. Aujourd'hui, à Los Angeles, vous avez un festival de longs métrages fait avec des iPhones. À deux ou tout seul, on peut faire un film. Oui. Bon, c'est extraordinaire. Oui. Donc, ça va inventer des types qui vont avoir un talent à cause de la machine. Vous comprenez? Pour moi, ce qu'on appelle un artiste, ce que moi j'appelle un artiste, c'est celui dans lequel la distance entre le mec qui fait et ce qu'il fabrique est le plus court. Un écrivain, il écrit. Un peintre, c'est là. Ouais. C'est immédiat. Hein. Ouais. C'est la quasi, oui. Vous voyez, le pianiste, tout ce qui est... Mais sans ça, dès que ça passe par une machine, bon, alors ça n'empêche pas d'avoir du talent et d'être même un génie, d'accord, mais moi, je ne sais pas comment elle marche, la machine. Hein. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un truc de jeune et que j'ai 80 piges. Donc je me suis dit, ce qui est marrant, c'était de voir... Alors avant, j'ai fait ça il y a 2 ans ou 2 ans et demi, et je mettais une photo tous les jours comme eux. Bon, alors les photos des années 60, ça faisait plaisir à tout le monde, très bien, mais enfin moi je me disais, c'est pas très intéressant ce truc-là, donc je vais leur raconter une histoire. Alors c'est formidable parce que d'abord, en 1 an, je suis passé de 8 000 à 98 000 personnes, rien que sur Instagram, je parle pas de Facebook et tout ça, parce que ça suit. Et en plus de ça, au départ, je racontais des souvenirs des années 60, c'est ça qu'ils voulaient. Ensuite, j'ai raconté l'histoire des années 90, et maintenant, je raconte tout ce qui me passe par la tête. Ce livre, déjà hier, est en fait 1 an de ce que j'ai fait sur Instagram, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà. Mais là, en plus, ce qui m'amuse, j'en ferai un deuxième, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'arrêterai après. Mais j'en ferai un deuxième parce que je me rends compte que ce que je fais cette année est beaucoup plus détendu que dans celui-là. Celui-là, il raconte vraiment des histoires d'après les photos, en grande partie. Il y a quelques digressions. Tandis que là, j'arrête plus les digressions. Ça part dans tous les sens. Et c'est très intéressant. Parce qu'une photo vous donne une idée, mais c'est pas forcément l'idée de la photo. Oui. Et là, ça vous ouvre une porte sur d'autres choses. C'est très bon d'abord pour faire marcher le cerveau des vieux. Hein, et ensuite de ça, c'est très intéressant d'être guidé comme ça par l'instinct, c'est tout. Alors ça, j'adore ça. Oui. Vous avez la fameuse petite histoire avec la pilule bleue qui est assez drôle. Vous avez, les gens le découvriront, l'affiche d'une certaine personne qui fait la publicité, une publicité sur la constipation. Après, voilà. Donc c'est pour situer. Et puis après, vous avez Mick Jagger, vous avez Dutronc, vous avez Françoise Hardy, vous avez des écrivains, vous avez Modiano. Oui, c'est-à-dire que tous les gens que j'ai... En fait, si vous voulez, dans vous avez ce fait une livre, galerie de portraits complète. En fait, tous ces portraits, ce sont tous les gens que j'ai rencontrés ou qui ont compté pour moi depuis 1940 où je suis né jusqu'à 2020. Parce qu'il y a aussi mon père, ma famille, mon frère. Ça, donc, si vous voulez, c'est une espèce de journal de bord
que j'aurais dû tenir à l'époque et que je n'ai pas tenu. Je le tiens maintenant. Si vous voulez, maintenant, j'essaie de me remémorer tout ça, mais ce que m'a appris, enfin appris, en tout cas, ce livre m'a convaincu dans une chose très importante qu'on devrait obliger, si j'étais ministre de l'Éducation, c'est la première chose que je dirais à un môme, tenir un journal. Tenir un journal. C'est capital de tenir un journal. Si j'avais fait ça, mais j'aurais 10 livres. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas noté. Oui. Alors évidemment, j'ai commencé par vous parler de choses vraiment anecdotiques et drôles. C'est pas ce qu'on appelle mettre en valeur une personne. Mais non, mais je dis ça en plaisantant, mais c'est vraiment très très bien parce qu'il y a des choses très belles. Et puis, ce que je dois dire aussi, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais c'est plutôt pas mal écrit en plus. L'écriture, c'est de la musique. Ah. C'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que bon, j'ai pas fait de musique. Bon, ça c'est encore une autre histoire. On va pas raconter, je reviendrai pas sur votre histoire. Non, mais j'étais musicien, moi. Et j'ai arrêté, en fait, à 16 ans, parce que j'avais été adopté par mon père François Perrier et que je voulais lui ressembler. Donc, j'ai coupé tout ce qui ressemblait à l'autre, qui était un musicien. Donc, c'est une décision la plus importante que j'ai prise de ma vie et qui n'est pas forcément la plus intelligente, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez, tout est musical pour moi. Et l'écriture, c'est vraiment de la musique, je peux vous dire. Alors là, mais il y a qu'à lire La Fontaine. Hein, je veux dire, c'est extraordinaire. Il y a une musicalité, effectivement, dans la langue. Et tout, vous lisez ces livres, vous êtes tiré. Bon, donc c'est ça qui m'a conduit. Et c'est pour ça que je ferai que ça jusqu'à la fin de ma vie. Là, ça y est. On m'avait demandé de faire un film sur Raymond Barre pour sa campagne présidentielle. Bon, moi qui ne connaissais absolument rien à la politique, mais alors je n'avais même pas voté de ma vie d'ailleurs. Oui, vous le dites voté, dans le livre. Ce que c'était, je trouvais ça. Bon, bref, mais j'aimais beaucoup ce type-là parce qu'il m'avait l'air quand même un peu fêlé, il était très drôle. Et puis voilà, il ressemblait aussi il ressemblait à la France d'avant, quoi. Bon. Et un type de l'agence, pour qui je travaillais pour faisait ce film d'1 heure, me demande de faire des photos. Il me dit, t'as encore 1 ou 2 appareils photo, parce que j'avais arrêté depuis 10 ans, hein, comme 15 ans, je sais plus. Je lui ai dit, ouais, j'ai un appareil, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de photos de lui, il faut des photos pour l'affiche. Et c'est très compliqué. Je dis, bon, d'accord, et tu veux quoi? Alors, oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était une grande réunion, et que Raymond Barre était au bout, et que dès que la réunion a commencé, immédiatement, il s'est endormi. Bonsoir. Bon, ce que j'ai trouvé admirable. Moi, on m'avait dit ça. On m'avait dit qu'il était comme ça. Mais en fait, il voulait pas gagner, ce type-là. Bon, peut-être ça qui me plaisait déjà. Alors, je dis oui, mais alors qu'est-ce que tu veux comme photo? Parce que bon, il me dit, écoute, tu fais ce que tu veux, il faut des gestes sur fond bleu. Je dis, oui, mais attends, c'est pas de Funès, pépère. Moi, tu peux pas lui demander de faire des gestes comme ça. Bon, bref. Alors, dès que je dis le mot bleu, en plus, d'ailleurs, Raymond Barre se réveille, de ce coup, il dit, ah oui, bleu, comme le ciel d'Hockey Coral. Et tout à coup, il part dans la description du western Hockey Coral. Bon. Une réunion politique, hein. Bon, oui, d'accord, bon, ça va, il est bien. Donc, je prends rendez-vous avec lui, chez lui, en bas, là, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il arrive à l'heure, on est au bord de la mer. Et je lui dis, bon, pour faire des gestes à ce type-là, je lui dis, Monsieur le Premier ministre, j'ai une idée. Là, je sais que nous avons en commun un goût très prononcé pour l'aïoli. Et 1 mois plus tard, sur tous les pays, sur tous les murs de France, il y avait marqué « Demain, la France ». En fait, il racontait une salade, une soupe de poisson. Vous avez quand même des gens qui reviennent très régulièrement. Bon, oui. Pour Françoise Hardy et pour Jacques Dutronc, pour ceux qui s'intéressent à votre vie, etc., à votre parcours, je les invite d'ailleurs à regarder sur Internet, puisque maintenant, à l'heure des nouvelles technologies, on peut savoir beaucoup de choses et tout de suite, voilà. Donc c'est pas sur cet aspect-là que évidemment je vais vous interroger, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnalités qui reviennent. Alors Mick Jagger, les Beatles, Jacques Dutronc, Françoise Hardy. Johnny, voilà, etc. Alors pourquoi vous en êtes-vous pas écarté? Mais non, parce qu'au départ, bon, d'abord parce que ce sont les gens dont je parle là, dont vous venez de parler, ce sont des gens qui me sont toujours chers, même à différents niveaux. Moi, Mick Jagger, c'est extraordinaire ce qu'il m'a permis de vivre.
Sans lui, je n'aurais jamais pu suivre comme ça les Rolling Stones, aller vivre avec eux, ça aurait été impossible. Oui. Parce que lui, je veux dire, c'est lui qui décidait tout de toute façon. Oui, c'est le patron du Alors la groupe, chance, oui. c'est que je les ai connus dès le départ, mais bon, j'ai des souvenirs extraordinaires avec Mick Jagger. Je lui en suis donc très reconnaissant. Donc moi, je parle de lui parce que ça me fait plaisir. Mais Dutronc François, c'est carrément ma famille. Johnny et Sylvie Hallyday, Johnny Hallyday et Sylvie, c'est pareil. Oui. Puis d'abord, ils sont indissociables pour moi, et puis c'est vraiment ma famille, voilà. Donc, bien sûr qu'ils reviennent plusieurs fois parce que j'ai vécu beaucoup de choses avec ces gens-là. Oui. Les autres ce sont soit des anecdotes vécues à droite à gauche, soit des gens même que je ne connais pas. D'ailleurs, il y a quelques personnes que je ne connais pas, mais que j'estime à cause de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont. Vous voyez, c'est vraiment très large comme éventail, et je trouve que c'est merveilleux d'avoir la liberté de parler, d'abord, de ne parler des gens que si je les aime, que je les estime. J'allais vous poser la question, encore une fois. Et non mais, que si je les aime ou que je les estime, sans ça, j'en parle pas. Les gens que j'aime pas, j'en parle pas. Moi, j'ai beaucoup cru à Internet quand c'est arrivé, parce que je me suis dit, c'est extraordinaire, ce truc-là. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui me parlent d'Inde ou du Chili, c'est quand même hallucinant. Donc je me suis dit, ça va unir les gens. Bon, c'est devenu ce que c'est-à-dire ils ont réinventé le corbeau, quoi, comme pendant la guerre. Hein. À cause du pseudo, là, les mecs cachés derrière disent toutes les horreurs, les bêtises, les conneries les plus monumentales que j'ai jamais entendues de ma vie. Bon. Il y a qu'Instagram qui reste encore un peu bien élevé. J'espère que ça va durer. Mais c'est formidable. Donc je me suis dit, voilà, faisons, au lieu de tout dire du mal de tout le monde, essayons d'en dire du bien, c'est plus sympa. Oui. Parce que vous l'évoquez dans le livre, vous parlez justement des réseaux sociaux. Et vous avez des mots durs. Bon, après, peut-être est-ce que c'est pas une vision peut-être trop étroite, parce qu'il y a aussi des choses extraordinaires. Comme vous dites, ça met en relation, ça permet d'aller vite pour certains créateurs, proposer par exemple des vidéos, comme on le fait là, des films. Mais attendez, j'ai acheté mon premier ordinateur en 83. Donc vous êtes vraiment... parce que j'ai vu je vivais à Los Angeles, et dans le Los Angeles Times, j'ai vu un article d'un mec que je connaissais pas, qui s'appelait Steve Jobs, et qui a simplement dit, un jour, grâce à ma machine, vous pourrez travailler de chez vous. À moi, il me dit ça, le mec. J'ai acheté la machine tout de suite, quoi. Je les ai eues toutes depuis, d'ailleurs. Je n'ai jamais lâché Apple. Jamais. À travers le texte que vous avez écrit sur votre frère sur la drogue, vous êtes dur avec les médias aussi, en disant que il y en a qui font les malins avec ça pour se faire mousser. C'est lamentable. Alors que ça tue des gens. C'est lamentable. Parce que je vois des types à la télévision, parce qu'ils ont une émission avec grandeur d'écoute, pour faire un petit rire, pour faire une plaisanterie, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce que eux, ils sont sur l'écran, les mômes, ils regardent ça, ils voudraient être lui, quoi. Parce que bon, le mec, il parle à tout le monde. Et puis, faire des blagues sur la drogue, c'est criminel pour moi. Hein. C'est comme si on dansait sur la mort. Hein. Ça, je vous dis tout de suite, parce que j'ai eu deux frères, moi, qui sont morts tués par la drogue. Mon frère Marc Porel, mon frère Jean-Pierre, en 63. Et Marc, en 73. Donc, si vous voulez, la drogue, ça va. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait des clips anti-drogue dans les années 80. J'en ai fait 3. Le premier, qui était très célèbre à l'époque, qui s'appelait La drogue, c'est de la merde. Bon, phrase complètement con, sauf que elle avait un but très précis que m'avait donné Jacques Séguéla, qui m'avait passé ce truc-là, parce qu'il avait une grosse agence, lui. Il m'a dit, écoute, ce truc-là, c'est un truc humanitaire, vas-y, fais-le. Bon. Et alors, moi, j'ai sauté dessus, bien sûr. Et il m'avait dit cette phrase très intelligente, parce que vous savez, toutes les campagnes anti-drogue qui ont été faites, en fait, ça sert à rien du tout. Hein. La seule chose que tu dois faire, démerde-toi pour obliger les parents à en parler avec leurs enfants. Parce qu'il y avait, quand j'ai fait ce film, ce petit, il durait 3 minutes, hein, il n'y avait jamais eu le mot drogue à la télé, hein. C'était même pas marqué. Bon. Donc c'était déjà très violent. Et les mômes et les parents n'en parlaient jamais, tout ça était caché. Donc, j'ai pensé que si je mettais la drogue, c'est de la merde, un môme qui voit ça, immédiatement, il dit à son père, regarde, il y a mot merde à la télé, pourquoi?
Et là, il est bien obligé d'expliquer. Oui. Et ça a vraiment marché, je peux vous dire. Oui. Ah, mais la phrase, tout à fait. Les gens qui ont connu cette période, ils l'ont retenu, la phrase. Ah ben oui, ça, tout c'est quelque chose qui est ça a été très efficace. Alors évidemment, je me suis fait descendre en flèche par l'intelligentsia de l'époque. Bon? Ah bah oui, tout ça, Libération, tout ça, évidemment, parce que bon, c'était leur chapelle, il fallait pas y toucher. Mais ils n'ont rien compris là, parce que je savais bien qu'on n'allait pas résoudre le problème de la drogue. J'en ai fait 3, un deuxième et un troisième, d'ailleurs avec Benicio del Toro, qui était inconnu. J'avais connu, moi, à Los Angeles, en 88, je crois, il avait 18 ou 19 ans, le mec. Et je l'ai trouvé absolument génial tout de suite. Je l'avais emmené à Barcelone pour produire et filmer ce clip avec lui, qui était vraiment, c'était très beau. J'adorais ça, vraiment. Et voilà, j'aimais beaucoup faire ça, mais j'ai réalisé un jour que, en réalité, en voulant lutter contre la drogue, finalement, j'en faisais la publicité. Voilà, c'est pour ça que je l'ai arrêté. À part Steve McQueen que j'ai fait, mais enfin j'ai fait une photo parce qu'il était tellement désagréable après je suis parti. Mais sans ça, non, il y a des gens que je regrette, pas beaucoup, mais moi j'aurais rêvé. J'ai essayé de faire Elvis Presley, mais bon, le colonel Parker était complètement cinglé, il voulait le garder, il voulait surtout pas. En plus de ça, Presley, je voulais essayer de le faire en 64-65, mais là il était déjà avec des fleurs à Hawaï. Moi c'est en 56 que j'aurais voulu le faire. Il y a eu Frank Sinatra que j'aurais rêvé de faire. Mais ça, bon, de toute façon, c'était pas pour ce journal. Mais ça, c'est vraiment le regret, oui. Et Prince, voilà, Prince. J'ai pas fait les Who, j'ai pas fait Led Zeppelin, j'ai raté Hendrix. Hendrix, j'ai complètement raté, par exemple, parce que bon, je pouvais pas être partout non plus. Je trouvais le mouvement hippie absolument génial. Je trouve que c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils attendent là pour faire ça aujourd'hui? Je veux dire, des mômes, enfin toute une génération de gens comme ça, il y avait beaucoup de monde quand même, hein, qui ont dit, bon allez, la vie que vous nous avez préparée, nous on n'en veut pas, au revoir. On part dans la montagne avec des gonzesses et des chèvres, on roule des joints, on fait de la musique. C'est extraordinaire. C'était fantastique, évidemment. Ça a un peu foiré à partir du moment où il commence à y avoir des enfants et tout ça. Là, on revient à la réalité et ça devient compliqué. Puis la drogue et tout ça. Bon. Mais il y a eu quand même, pendant 10 ans, des types qui ont vécu une vie extraordinaire. Vraiment, Crosby, Stills and Nash, qui font fabriquer un bateau pour aller faire un tour du monde pour enregistrer un disque. Bon. C'est pour le journal, c'est pour un journal. Bon, c'est pas moi qui dis je suis portraitiste et je vais faire le tour du monde. Non, pas du tout. C'est des commandes. C'est pour ça qu'au départ, les photos que je faisais dans les années 60, c'est pour mettre sur les murs des chambrettes des adolescents. Hein. C'est à la limite de la décoration. Je veux dire, c'était pour les distraire. C'était pas plus que ça. D'accord. Oui, tandis qu'un photographe artiste, hein, un vrai, bon, il décide, je vais faire telle personne, et puis après, il y propose. Ça va être un choix délibéré. Moi, c'est un journal, il me disait, bon, tiens, tu veux pas faire lui, là, hop, j'y allais, puis c'est tout. D'accord. Voilà. Alors, je faisais des décors, des mises en scène, des trucs, tout ce qui me passait par la tête, parce que j'avais autant de liberté. Au fond, peut-être que c'est à cause de ça que je fais ça sur Instagram, parce que j'avais, avec un journal, et tous ces artistes qui démarraient, la même liberté que j'ai aujourd'hui quand j'écris, puisque personne ne me dit ce qu'il faut écrire, là. Oui, là, vous êtes libre. C'est un journal de bord. C'était pareil. Non, mais c'était pareil. Parce que moi, jamais Daniel Philippaki, qui était celui qui avait inventé Salut les copains et qui a fait 100 journaux après, il m'a jamais rien dit d'autre que tout ce que je te demande, c'est que tes photos déplaisent aux parents, parce que c'était pour des adolescents. C'était génial, d'ailleurs. Bon. Voilà, c'est tout. Après, il m'a rien dit pendant 12 ans. Hein. Vous avez eu quand même une liberté, alors quand même, malgré tout, de... Ah mais comment, une liberté? Il n'y a aucun photographe qui a eu cette liberté au monde. C'est pas compliqué. J'avais toute liberté. J'ai fait le tour du monde, je sais pas combien de fois. Je les emmenais en voyage, je faisais des décors, je construisais des trucs énormes, avec des figurants et tout. Il n'y avait absolument aucune limite. C'était du spectacle pour faire rêver des adolescents. Voilà, c'est tout. Considéré par certains toujours comme de la merde, parce que dans les milieux autorisés, bon, dès que c'est populaire, ils aiment pas. Hein. Il y a différents degrés de reconnaissance. Non, mais ça, bon, je dirais que quand je serai mort, ils diront que c'était formidable. Mais
Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens, parce qu'il est dans le marché de l'art maintenant, mes photos, elles sont dans des galeries. Vous êtes reconnu. Il y a des mecs qui les achètent, elles valent cher. En plus de ça, mais ce qui est drôle, c'est qu'au fond, c'est les mêmes. Ils avaient entre 12 et 18, et maintenant, ils ont entre, je sais pas, 50 et 70. D'abord, je me méfie toujours des gens dont l'attitude inspire le respect. Vous voyez, force le respect. Oui. Ça, derrière, il y a souvent de les escroqueries pour moi. En plus de ça, les gens les plus extraordinaires que j'ai rencontrés étaient extrêmement simples en réalité. D'accord. Hein. Je me méfie aussi des gens qui ont la panoplie. Hein. Alors, vous avez le peintre, le photographe, puis vous avez, alors vous avez le banquier avec le col blanc et la chemise rayée bleue. Alors là, méfiez-vous toujours. Il y a des panoplies. Puis alors les mecs qui ont les lunettes noires, les blousons de cuir, ils se prennent pour Keith Richards en 72. J'ai jamais voulu ressembler à personne. Oui. Je me méfie des gens qui ont besoin de la panoplie de quelqu'un d'autre. Hein. Oui, oui, oui. C'est comme pour les religions, de toute façon. Je me méfie aussi des religions qui vous expliquent qu'il faut penser, tout ça. Je me méfie de tout ça, moi. Quand j'ai eu la chance de rencontrer Jean Genet pendant quelques mois, parce que je travaillais avec une dame pour un scénario d'un film, et il habitait chez elle. Pendant qu'il était à Paris, j'ai pris mon petit déjeuner avec ce mec-là, qui pour moi un des plus grands écrivains qui soit. On aurait dit un peintre en bâtiment, l'oiseau. Hein. Je peux vous dire, c'était pas du tout. C'était pas, vous voyez. J'aime pas les attitudes, j'aime pas les postures, j'aime pas ce qui est bidon, quoi. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant Johnny Hallyday, par exemple, pour revenir à... Parce que Johnny Hallyday, c'était un vrai. Oui. Vous dites dans le livre qu'on le prenait pour un imbécile. Ah oui, oui. Toute l'intelligentsia parisienne l'a prise pour un con pendant au moins 40 ans. Oui, voilà. Il était assez méprisé, c'est vrai, mais en totalement, coulisses, il se foutait de sa gueule. Alors que c'est un des types qui avait le plus d'humour que je connaisse, parce que personne ne se moquait aussi bien de Johnny que Johnny lui-même. Mais ça, il le voyait. Il savait pas les mecs. Hein. C'était plus fort que les guignols de l'info, je peux vous dire. Et puis, l'autodérision. Il était très, évidemment, il avait fait sa culture lui-même et son éducation lui-même. Donc, son culture, c'était au Cinémascope, c'était James Dean, Marlon Brando. Bon, d'accord. Mais alors, c'est pas passé par les livres. Non, c'est pas passé par les livres. C'est pas passé. Mais il s'était fait sa forme d'éducation et sa forme à lui de culture. Mais humainement, c'était un type vraiment très intelligent. Il était loin d'être con. D'abord, il avait une qualité que j'aime énormément, c'est qu'il ne parlait jamais de lui. Très, très rare. Parce que la plupart des artistes que j'ai rencontrés dans ma vie, ils parlent d'eux. Oui. Moi. Oui. J'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est le plus grand, je suis le plus grand, tout. Lui, jamais il parlait de lui. Il parlait de tout, mais pas de lui. Ça, c'est très, très rare, je peux vous dire. Oui, d'accord. Très rare. Puis c'était un type gentil, voilà, j'aimais beaucoup ce type-là. Est-ce qu'il était accessible? Trop accessible, parce que si vous voulez, le problème, c'est que quand vous vous trouvez dans une situation comme ça, dès l'âge de 16 ans, hein, depuis 16 ans, il est hors réalité. Complètement hors réalité, le mec. Oui. Mais évidemment, je me suis jamais dit, alors c'est comme nombre de types qui disaient de Johnny, c'est mon frère, hein, c'est mon frère. Le nombre de frères qu'il a eu depuis, c'est hallucinant, c'est une famille nombreuse. Hein. Non, n'importe qui pouvait être copain avec Johnny une demi-heure dans une boîte. Oui. Mais il était accessible. Mais il pouvait vous oublier 10 minutes plus tard, évidemment, parce que ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Par contre, il avait une mémoire hallucinante et il se souvenait de qui il aimait vraiment, je peux vous dire ça. Alors là, ça n'a pas bougé, jamais. Mais jamais je me suis permis de dire c'était mon frère ou j'étais son meilleur ami. Non, c'est un mec avec qui j'ai vécu des trucs formidables, pour lequel j'avais de l'estime et de la tendresse et qui me l'a rendu. Ça s'arrête là. De toute façon, c'est la phrase de Jean Gabin qui disait ça. Il disait à la fin de sa vie, il disait cette phrase formidable, il disait « Moi, l'amitié, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne connais que l'estime. » Formidable. Oui, c'est de la littérature, là. Il y a plus de recul, là. Oui. Parce que des copains, il y en a plein. Tout le monde est copain avec tout le monde. Non, ça se mérite. Un peu de retenue, c'est pas plus mal. Vous qui avez baigné dans cet univers, très très jeune, du cinéma, de la chanson, etc.,
Est-ce que ça n'a pas été aussi un enfermement, le fait de photographier énormément comme ça, de baigner toujours dans cet univers des Non, vedettes, voilà. Est-ce que ça Non. ça ne vous a pas enfermé? Est-ce que vous vous êtes pas lassé de cet état de fait? Non, je m'en suis pas lassé parce que d'abord quand même, souvent chez les artistes, il y a quand même des gens intéressants et des gens qui sont différents, qui ont un peu inventé leur vie. Et puis, ça m'a pas empêché de photographier d'autres gens. Moi, j'ai fait plein de photos dans l'Aveyron de gens. J'ai même fait un livre d'ailleurs. Je me mets à la place des gens qui sont sur Internet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, j'essaie aussi de leur parler des gens qui les intéressent eux. De toute ma vie, moi, quand j'étais petit, je voyais Louis Jouvet, Sacha Guitry, Jean Cocteau. Tout ça, c'est des menteurs. Tout ça, c'est des types qui inventent. Oui. Et c'est ça qui me plaît. Mes photos, tout ça, c'est faux. Parce que les gens qui pensent que mes photos représentent les années 60 se trompent. Ils représentent les rêves des mômes des années 60. Oui. C'est une projection. C'est tout à fait faux. Tout est faux. Oui. Je m'en fous de la vérité, de la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du spectacle. Vous me donnez n'importe quoi à faire. Je me dis, tiens, comment on pourrait faire pour que ça soit un peu rigolard ou différent, vous voyez, ou spectaculaire. Oui. Je veux surtout pas montrer la réalité. Ça m'intéresse pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est dans une époque du zapping et que finalement, eh bien, ce qu'on pensait être indestructible, et justement, je pense aux artistes, sont en train d'être vite oubliés et chassés par d'autres, par la nouveauté du moment. Pour les mômes d'aujourd'hui, oui. Pour ceux qui démarrent aujourd'hui, c'est dur. Alors je sais que par exemple François Truffaut disait que du cinéma, que les jeunes générations à son époque ne regarderaient plus les vieux films. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on passe d'une célébrité à l'autre et que... Ah oui, c'est vrai. Même pour des personnes, je dirais, des écrivains et des choses qui profondes. Oui, c'est vrai, mais quelle importance. Vous trouvez que ça n'a pas d'importance? Mais non, ce qui compte, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Je veux dire, la transmission, la mémoire. Oh là là, tout ça, c'est des grands trucs, c'est des grands mots. J'y crois pas du tout. Je crois que quand on a des enfants, moi j'en ai 3, je suis pas sûr d'être un bon père. Hein. Mais moi, j'ai essayé de leur donner comme mon père avait fait, c'est-à-dire des souvenirs et un exemple auquel j'ai envie de ressembler. Tout ça, c'est tout. Le reste, oui. L'école, ça devrait être évidemment. Moi, je regrette l'école que j'ai connue. Oui. Quand je vois là ce qui se passe, quand je vois comme c'est vrai, mais il y a quand même une amnésie, si vous voulez, générale. On a l'impression, quoi. Oui, mais bon, en même temps, ceux qui doivent durer durent quand même. Hein, je vous signale. Tout le monde devient star tout de suite. Les stars, ça ne veut plus rien dire, tout ça. Les génies, il y a 2 génies par siècle. Oui. Bon, donc, vrai que, mais on s'en souvient de cela. Les doigts de la main, oui. Donc, qu'on se souvienne pas de vous, moi, ça m'est un peu égal. En fait, vraiment, ça m'est un peu égal. Le cinéma, c'est fini, le cinéma. C'est ça la vérité. Le cinéma, c'est fini. Ah, vous pensez que c'est mort? Évidemment. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir voir ce que je vois le soir, que ça soit de Netflix, toutes les chaînes là, qui nous balancent des chefs-d'œuvre hallucinants, anciens, et des trucs nouveaux, dont certains sont quand même extraordinaires. Et c'est une autre façon aussi de fabriquer les films. C'est une autre façon. Parce que là, regarde les séries. Les séries, c'est incroyable. C'est en train d'inventer une nouvelle façon de raconter des histoires. Donc, on ne sait pas où ça va. C'est le début, ça. Il est vrai que dans ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, je ne pense pas, je suis même pratiquement certain, une série ne va jamais vous marquer autant qu'un film. À l'Est d'Éden ou la Dolce Vita, je m'en sortirai jamais, ça reste là. Bon, maintenant, attendez, moi, j'ai 80. Allez savoir si les mômes qui ont 16 ans aujourd'hui, en voyant, je sais pas, Peaky Blinders, peut-être qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Oui, on ne sait pas. Ah, mais oui, c'est peut-être vrai pour les séries. Vous avez, effectivement, vous avez raison sur ce plan-là, mais sans vouloir insister, mais sur est-ce qu'on a des équivalents? Je parle aussi en termes d'acteurs. Je veux dire, quand vous êtes promené comme ça dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, vous avez rencontré un tas de gens quand même talentueux,
qui ont marqué leur époque, et je ne suis pas sûr qu'on ait des équivalents. C'est pas sur la forme simplement. C'est est-ce qu'on a des équivalents en tant qu'artiste. Bah, vous avez vu la petite série là qui s'appelle Le jeu de la dame? La fille était extraordinaire. Oui. Mais enfin, la fille, elle est extraordinaire. Oui, bon, alors maintenant, il suffit d'avoir des gens intelligents pour lui faire faire des belles choses et de beaux films et de belles histoires. Mais elle est extraordinaire. Bon, Lana Turner, c'était pas plus, hein. Oui. L'important, c'est de savoir aussi avec qui vous allez travailler et quels seront vos choix. Si elle est difficile et qu'elle est, enfin, si c'est une grande actrice, bah, elle va aller très loin, cette fille-là. Oui. Il y en a plein. La violence dans les rues a considérablement changé, parce que moi j'ai connu ce chose. Dans les années 50-60, je voyais des mecs, des potes à moi se battre, boum. Mais je voyais pas des gens se mettre à 8 à coups de pompe, à essayer de lui taper sur la tronche pour qu'il claque. J'ai jamais vu autant que dans les séries américaines, le nombre incalculable de scènes où on vous explique comment il faut torturer quelqu'un pendant 8 jours, comment il faut tuer quelqu'un pour... Attendez, c'est... Ça, oui, j'aimerais bien qu'il y ait de la censure un peu de ce côté-là, parce que c'est terrifiant. Et ça, on le retrouve dans la rue, hein. Écoutez, il suffit d'une personne qui ait du talent, qui arrive, et tout à coup, il devient en soi un genre. Je veux dire, bon, moi, je suis pas fou de Tarantino, par exemple, mais Tarantino, quand même, il est arrivé, il a inventé un truc. Bon, c'est-à-dire, il fait des films extrêmement malins, et tout ça, c'est faux, et bon, mais bon, il a inventé quelque chose. De toute façon, ça arrive tout le temps. Ça, il y en a même maintenant. Là, je n'y pense pas à l'instant. Mais il y a forcément aujourd'hui des types qui sont en train d'inventer. Et puis, si vous voulez, la difficulté, c'est que c'est comme pour les chanteurs. Avant, il y avait tant de films qui sortaient par an. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui sort. Oui, c'est vrai. Il y a une quantité, mais après. Bon, il y avait tant de. Parce que bon, on parlait des chanteurs des années 60, mais attendez, les années 60, il y avait une chaîne de télé quand j'ai commencé. Il y avait un seul journal qui parlait de ça. Il n'y avait que 2 chaînes de radio. Bon, alors évidemment, quand vous arrivez, vous marquez toute l'époque beaucoup plus facilement parce qu'on voit que vous. Oui. Tandis que là, vous touchez une masse plus importante, il y a moins de niches. Oui. Alors pour arriver à faire la percée aujourd'hui, alors parfois c'est vrai, elle peut aller très très vite, mais elle peut s'arrêter aussi vite. C'est vrai, parce qu'il y a une énorme concurrence. Il n'y avait pas de concurrence à l'époque. Moi, jamais je me dirais, ah bon, c'est quand même beaucoup moins bien qu'avant. Non, j'en sais rien. Je ne suis pas d'avant. Je suis d'avant, moi. Je suis pas d'aujourd'hui. Oui. Je me raccroche à ça parce que ça m'amuse. Mais si vous voulez, moi, c'est fini. Voilà, mon avenir, il est derrière. Donc, tandis que pour les mômes d'aujourd'hui, non. Non, mais vous avez, en tout cas, vous êtes un témoin de l'évolution. Vous avez cet avantage d'avoir de l'expérience et puis d'avoir suivi toute cette évolution quand même. Oui, mais je suis pas le seul, oui. Ah ben non, si l'art a des limites, non. Cela dit, ça aide beaucoup d'avoir des limites. Ça aide beaucoup à avoir du talent. Ah oui, parce que quand il y a des limites... On essaye de contourner la limite. Eh oui. Non, mais puis il faut se démerder à l'intérieur des limites. Je trouve ça, je veux dire, la chapelle Sixtine, c'était un parcours obligé quand même. Hein. On lui a pas dit vous faites ce que vous voulez. Bon, il y avait un thème obligé, il y avait, hop, le mec il a passé quand même je sais pas combien de temps comme ça. Donc, je crois que les limites c'est très bon pour avoir du talent. Oui, je trouve qu'un type comme Spielberg par exemple, bon, je sais pas tous ses films, mais enfin c'est quand même un type qui a fait des films extraordinaires. Oui. Et lui, c'est un type qui depuis je sais pas 40 ans maintenant doit avoir 360 degrés de possibilités. Il dit, si je veux faire un film sur un mouflon qui rencontre un vélo, le mec, personne va lui dire non. Oui. Hein? Ça, c'est difficile, je peux vous dire. Ça doit être très, très difficile. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, vous faites ce que vous voulez. Putain, dis donc, là, c'est pas de la tarte. Tandis que quand il y a des limites, ça donne du talent. Ça oblige, ça force. Si je vous dis Henri Douaneau, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Douaneau, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de choses mises en scène. Voilà.
Voilà, j'allais vous dire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pendant très longtemps, les gens ont pensé que c'était ça, pour moi, c'est magnifique. C'était naturel, alors qu'il y avait des choses, beaucoup de choses factices. J'adore ça. Voilà. Bon, mon préféré de tous, c'est l'Artigue. Hein. Ce que j'aime chez l'Artigue, c'est que contrairement à beaucoup de gens, alors surtout dans la bien-pensance, dire le mec, lui, il a photographié le bonheur. Hein. Bon, point barre. Voilà. Ça s'y attaché. Oui, oui. Et ça, je trouve ça d'un courage fou, d'abord, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire beaucoup d'effets avec une petite indienne en train de claquer à côté d'un mouton mort. Hein. Ça, je peux vous dire que là vous en ferez parler. Tandis que arriver à faire ce qu'il a fait avec que du bonheur, faut être très très fort. Oui. Ah oui. Si je vous dis Willy Ronis. Ah, je l'aimais tendrement, ce type-là. Je l'aimais tendrement parce qu'alors lui, pour moi, c'est comme les mômes des années 60 qui partent de rien et qui arrivent là où il est arrivé, parce que lui, il a fait des photographies qui étaient la vérité, vraiment la vérité, oui. Mais de la façon la plus belle qui soit. Et puis c'est un type bien. J'ai rencontré. Moi, je voulais faire un livre interview avec lui parce que je le trouvais absolument formidable. Puis c'est un type parti de rien. Bon, alors ça, j'admire toujours. Oui. Un autodidacte, c'est vrai. Ah ouais, c'est un type extraordinaire. Ces photos, alors elles sont vraies, mais de toute façon, en même temps, vrai, ça veut rien dire non plus, parce que c'est quand même par le truchement d'un seul mec. C'est le regard d'un type. Donc, c'est pas la vérité, c'est la sienne. Et sa vérité, elle me plaît beaucoup. Très bien. Alors, là, je vais vous en dire un autre, plus controversé, David Hamilton. Mais David Hamilton, non, mais il paye pour l'époque, parce qu'en fait, à l'époque, ce qu'il faisait, d'abord, il faut bien le dire, il n'était pas le seul, et ensuite de ça, la sexualité, les limites de la sexualité, il n'y en avait pas, quoi. C'était délirant. Oui. C'était délirant. Mais enfin, moins que sous Louis XIV, et encore moins qu'au Moyen-Âge. Hein. Bon, mais c'est vrai que là, on retourne quand même à une espèce de puritanisme. Oui. Une espèce de puritanisme qui est assez étrange. Cela dit, lui, Hamilton, je ne l'ai pas connu, mais bon, ce qu'il faisait était absolument terrifiant quand on réfléchit. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous parlais des limites de l'art. Non, mais sa femme, elle draguait des bonnes femmes. Tout ça, c'était des gamines. Ouais. Ça, c'était à Saint-Tropez, dans sa baraque. Bon, c'est quand même assez graveleux. Hein, c'est assez graveleux. Surtout que, si vous voulez, alors là, ça va être très compliqué à expliquer, mais si ça avait été pour faire une œuvre fracassante, oui. Mais c'était que pour faire des cartes postales pour que les mecs se masturbent. Un autre photographe, Jean-Marie Perrier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, il est charmant, il est très gentil. Et qu'est-ce que vous pensez, avec le recul, de sa création? Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Oui. De ce que vous avez réalisé? Oui, je suis fier de... Non, pas de tout. Est-ce que vous avez des regrets? Pas de tout. Mais je suis fier... Oui, les années 60, je trouve ça formidable parce que par exemple, si vous voulez être un grand photographe, ce qui n'a jamais été mon cas, j'ai jamais cherché à être un grand photographe. Si vous voulez qu'on dise de vous que vous êtes un grand photographe, déjà faites du noir et blanc. Déjà, commencez par ça, parce que les mecs, ils voient du noir et blanc, sur ça, c'est un grand photographe. C'est des conneries d'ailleurs, mais ça fait rien. Moi, je fais que de la couleur pratiquement pour voir, parce que c'était pour les mettre sur les murs des gosses. C'est pour faire du spectacle, donc je fais que de la couleur. J'ai eu de la chance d'ailleurs que apparemment ça tient le coup. Parce que les photos, les gens les aiment encore aujourd'hui, parce que la couleur, ça peut se démoder à une vitesse éclair. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai vu des photos des années 50 de mode absolument géniales à l'époque, qui sont inregardables aujourd'hui. Hein. C'est vrai, donc, ça se démode très vite. Oui, je suis fier de ça, mais je suis fier de ça. Je suis fier d'avoir été là, surtout d'avoir eu la chance d'être là. Voilà. J'ai pas laissé passer, disons. Voilà. J'ai pas laissé passer cette chance-là. S'il reste 10 photos, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte le nombre incalculable de photographes dont il ne reste rien. C'est pas seulement à cause de moi. C'est quand même à cause de celui qui est sur la photo. Faut pas oublier ça. Parce que moi, je fais des expos partout. J'ai un musée, même un musée, alors que je suis même pas mort. C'est quand même formidable. J'ai un musée à Villeneuve, alors que je suis toujours vivant. On vous l'a proposé ou c'est vous qui, à un moment donné, avez eu l'idée? Non, c'est un pote à moi. Non, c'est un journaliste qui était dans le coin qui a dit « mais t'es con, il faut faire ça ». Il savait pas quoi faire dans le village avec cet magnifique immeuble du 13e. Bon, je dis bah là on va faire, on va mettre des photos là. Non, ce que je veux dire c'est que c'est énorme déjà d'avoir 10 photos qui restent. Énorme. Mais ça reste parce que ces gens-là, bon, il y aura...
Oui, mais ça enfin, restera dans l'histoire. Il faut quand même quelqu'un pour les prendre en photo. Je veux dire, d'accord, il y a leur, là, on parle que de la photo, on parle oui, pas mais simplement c'est parce des que gens. j'ai eu la chance d'avoir, Oui. je vous dis, j'ai eu une chance insensée d'avoir d'abord un type extraordinaire, tellement en avance sur son époque et qui ne ressemblait à personne, qui était Daniel Philippaki, Oui, qui vous a lancé, qui m'a donné, à moi, à 16 ans, il m'a donné un appareil, il m'a dit tu vas photographier Dizzy Gillespie et la Fitzgerald et Miles Davis. C'est vos premiers clichés d'ailleurs. Oui, et après, bon, il me dit voilà, journal, ben voilà, tu prends des photographes avec toi, tu fais ce que tu veux. Bon. Et ma sœur avait 18 ans, il lui a donné un journal nouveau. Vous imaginez ça? Donner un nouveau journal à une môme de 18 ans? Jamais un photographe a eu autant de chance que moi à l'époque, hein. Jamais. Ouais. Parce qu'ils avaient, ou alors c'était des grands photographes, pour moi, ils faisaient des choses très très précises. Moi, ça allait dans tous les sens. Il y a des photos qui sont même invisibles aujourd'hui, d'ailleurs. Que je ne mets c'est plus. pas de la photo, de la fausse modestie. Vraiment, vous le pensez sincèrement. Vous pensez sincèrement qu'il ne restera quasiment rien de vous. Ces 10 photos, c'est énorme. D'accord. Mais attendez, attendez, il y a des tas de photographes. Oui, c'est vrai. Non, mais vous on avez ne raison. se souvient pas d'une photo. Oui. 10 photos, c'est énorme. Oui. J'aurais peut-être eu une vie beaucoup moins extraordinaire que celle que j'ai eue, parce que je m'en foutais, moi j'ai réussi mon ratage. Oui, j'ai lu dans un article que vous aviez déclaré j'ai raté ma vie quand même. Oui, j'ai complètement raté. Mais oui, puisque ma vie c'était la musique. Donc, mais il vaut mieux réussir son ratage que rater sa réussite. Il n'y a pas une petite chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous, alors hormis votre, en tant que personne, je ne sais pas, hormis vos photographies. Mais c'est marrant cette obsession. Pourquoi voulez-vous qu'on se souvienne de moi? Quelle importance ça a, ça? Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que mes gosses, eux, se souviennent de moi. Oui, mais peut-être parce que aussi, ça permet à des jeunes générations. Non, mais attendez, je suis pas prof. Non, mais je suis pas prof, moi. Ce que je veux vous dire, attendez. Je suis pas un modèle. Je suis pas un modèle. D'ailleurs, je suis pas un modèle parce que non, je suis vraiment pas un modèle parce que pour faire ce que j'ai fait, il faut avoir eu la chance que j'ai eue. Oui, je comprends. Tout le monde peut pas l'avoir. Hein. Si tu es né aujourd'hui en Guichari, je me demande si tu vas avoir la même chance. Donc, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une personne, alors je dis pas pour son ego, mais quand on a une personne qui a eu une vie de création. Bah si, c'est pour son ego. Mon ego. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez déclencher aussi des vocations. Ça, c'est intéressant dans la transmission de se dire. Bon, bah finalement, ce que j'ai fait, et d'ailleurs, ça m'étonne en tant que créateur, mais ce que j'ai fait, ça a quand même une consistance. C'est pas quelque chose, un feu de paille. Je sais pas, je ne pense absolument jamais à ça. D'accord. Je ne pense absolument jamais à ça. D'ailleurs, je pense pas à grand chose. La seule chose qui m'intéresse, c'est le prochain truc que je fais. Voilà, le prochain texte, la prochaine photo, si on me demande de le faire. Oui. Mais ça m'est égal que la trace que je vais laisser. La trace que je vais laisser, c'est mes gosses. Voilà. Oui. Puis après, ils feront ce qu'ils peuvent. Oui. Ils font ce qu'ils peuvent. J'espère leur avoir donné des bons souvenirs. Ouais, ce que vous disiez par rapport à votre père qui était voilà, la même chose. Ouais, c'est tout. Ils disent, oui, il était quand même sympa, mon père. Voilà, bon, ça va. Ça suffit.